Merci. Merci pour m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Et merci beaucoup d'ailleurs à Saori Nishiwaki qui a très bien exposé euh, les cadres théoriques de mon intervention aussi. Et je me présente, je suis Emiliano Cavaliere. J'ai travaillé en thèse sur l'ironie dans le roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, sous la direction de Marion Carrel et de Barbara Carnevali à l'EHSS. Bon, je passe directement au fait pour ne pas perdre plus de temps. Alors, nous appuyons sur deux exemples d'ironie stendhalienne. Nous allons montrer qu'on peut individuer deux modalités ironiques différentes en raison de leur rapport à l'énonciation. D'un côté, nous avons affaire à une véritable action mise en pratique par le même fait de dire quelque chose d'une certaine manière. De l'autre, on a affaire à l'ironie comme parole et jeu dans les langages, sans immédiate conséquence illocutoire. La référence austinienne n'arrive pas au hasard. Nous tenterons d'expliquer cette distinction par la notion d'attribution, en effet, par la notion d'attribution de l'énonciation, qui a déjà été nommée aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Développée par Marion Carrel et Dina Ribar, à partir justement de la mise en discussion de la théorie des actes illocutoires de Austin. Nous précisons par ailleurs que nous allons nous placer dans le cadre théorique du travail constitué par la théorie des blocs sémantiques et par la théorie de la polyphonie, que Saori a déjà très bien illustré. Notre pari théorique est donc que la signification des mots est constitutivement antérieure à la langue, et que cette dernière n'ayant pas fondamentalement une fonction descriptive du monde, mais plutôt une fonction argumentative. Notre lecture linguistique de l'ironie se fonde également sur le travail de Carrel, 2011 surtout, et de Ducrot, 84 et 2010, ainsi que sur les approfondissements et les mises au point proposés à leur suite par Saori Nishiwaki en 2016 et Elena Simioniuk en 2015. Développant les parcours théoriques inaugurés par Sperber et Wilson et poursuivis par Alain Barandonner, nous pensons avec Carrel et Ducrot qu'il est possible de décrire l'ironie d'un point de vue énonciatif, l'identifiant comme un type de discours qui se présente comme conçu par les locuteurs et qui pourtant est exclu dans la suite du discours. Les contenus argumentatifs ne sont donc pas pris en charge. Et en même temps, dès qu'il y a l'ironie, on dit qu'il y a un décalage absurde qui se matérialise entre la signification d'un terme, de l'énoncé, et l'enchaînement décrivant l'argumentation globale de l'énoncé ou de l'énonciation, j'ajoute. Bon, avant de prendre en considération deux exemples d'ironie tirés du roman Le Rouge et le Noir, il sera bien de préciser ce qu'on entend par attribution et comment cette notion peut s'appliquer à l'étude de l'ironie. La notion d'attribution sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui tire ses sources de la théorie austinienne des actes des langages. Cherchant à discuter et à développer celle-ci, Marion Carrel et Dina Ribar revenaient sur l'insuffisance descriptive des conditions de félicité des actes illocutoires présentés par Austin. Si l'on prend par exemple l'énoncé « balayer la cour », dit par un soldat à son capitaine, l'acte des paroles devrait, selon Austin, échouer, puisque les conditions de félicité ne sont pas remplies et respectées. Le soldat, en effet, n'a pas le droit de donner un ordre à son capitaine. Pourtant, le soldat fait bien quelque chose là, en disant « balayer la cour ». Il a compris un acte d'insubordination
Et surtout, c'est sur ce point que notre analyse diffère de celle d'Austin en particulier. Il est fait par ces mots. On pourrait objecter qu'il s'agit d'un effet perlocutoire de la parole. En fait, on ne verrait pas bien comment l'effet perlocutoire, qui est d'après Austin possible seulement à la suite d'un acte illocutoire, pourrait avoir lieu par les biais d'un énoncé dont l'effet illocutoire échouerait. Nous soutenons plutôt que c'est à travers son énonciation qu'il fait quelque chose. Disons, balayer la cour, les soldats parlent un officier qui donne un ordre, même s'il ne l'est pas et s'il n'en a pas le droit. Il parle comme un officier, il fait ce qu'un officier fait lorsqu'il donne des ordres. Par cela, il joue et il fait l'officier. C'est en cela qu'il achève l'acte d'insubordination par l'effet de parler comme, d'utiliser des mots qui ne sont pas à lui et dont il n'avait pas le droit de s'approprier. Cela est, très brièvement, ce qu'on appelle l'attribution. S'attribuer une certaine énonciation donne lieu à un acte en dehors de la langue, dans le monde, parfois indépendamment du sens littéral des mots eux-mêmes de l'énoncé. On peut faire l'exemple de peux-tu me passer les selles? Là, peux-tu me passer les selles n'interroge pas quelqu'un sur sa faculté d'effectuer l'action, mais demande effectivement quelque chose qui n'est pas dans la signification linguistique de l'énoncé même. Rien dans peux-tu me passer les selles implique l'ordre, pas l'ordre, mais bon, l'invitation, la requête, la demande de passer les selles. Revenons encore un moment à Austin. Il associe à une seule énonciation une unique action possible. C'est à cause de cela que balayer la cour, dans une lecture austinienne orthodoxe, ne peut pas obliger l'interlocuteur à balayer la cour, bien qu'il effectue pourtant une action. Austin identifie l'acte illocutoire à ce qu'il dit, linguistiquement l'énoncé. Par conséquent, il ne voit dans ces cas que l'action d'ordonner, échouer. En fait, on a vu qu'à partir d'une même phrase, plusieurs actes des paroles sont possibles. Si balayer la cour, par exemple, était prononcé par un colonel, il s'agirait bien d'un acte d'ordre, alors que dans notre cas, c'est un acte d'insubordination. C'est important de distinguer ce que prétend faire les locuteurs et ce que l'acteur parlant, la personne du monde qui s'attribue l'énonciation, fait effectivement avec ces mots. Nous appellerons donc ces types d'actes par les mots action en disant. Quand on s'attribue une énonciation sur le plan de la langue, par ces mêmes faits, on accomplit une action en disant dans le monde. Un énoncé normal, par lui-même, ne détermine pas l'action en disant qui n'est pas totalement liée à la nature linguistique de l'énoncé. C'est l'acteur parlant choisissant de s'attribuer ou de ne pas s'attribuer le discours qui décide si l'action en disant aura lieu ou non. Si aucune attribution n'a lieu, alors on aura affaire à un acte heureux de parler, dit aussi parole heureuse. J'en prends toujours les définitions qu'on a élaborées pendant le séminaire avec Carrel et Rébard. Avec la parole heureuse, concept développé à partir du commentaire de Starobinski au Maxime de la Rochefoucauld, il ne s'agit pas de s'engager personnellement ou de prendre un rôle, mais de faire confiance au langage, de penser en parlant, répondant aux mots de l'autre et jouant avec lui. Il ne s'agit plus de s'imposer par la parole ou de faire force par une action en disant, mais de construire librement une pensée en discours.
il s'ensuit que, alors que la parole attribuée se dégage de l'énonciation linguistique, la parole heureuse est contrainte par elle et se place totalement à l'intérieur de la langue. Ces mots s'articulent forcément à ceux qui les précèdent. C'est pourquoi l'un des cas les plus classiques d'acte heureux de parler est celui de la parole dialoguée. La définition et la distinction des paroles attribuées et heureuses sont sans doute perfectibles et à développer. Nous pouvons pourtant encore énoncer quelques critères pour distinguer la parole heureuse et la parole attribuée de manière plus nette. En premier lieu, il y a un critère qu'on appelle de l'attribution énonciative. C'est le critère principal que je viens d'énoncer déjà, qui donne naissance et sens à la séparation des deux types de paroles, l'une ayant des effets immédiats sur les mots en tant qu'action, et l'autre se bornant au domaine de la langue et se tenant aux contraintes de la conversation langagière. En deuxième lieu, il y a un critère de la création d'un ego par la parole. La parole heureuse donne la possibilité de former une individualité dans la langue, de créer une interface langagière singulière et individuelle, de dégager une image du moi qui parle dans la production langagière. À l'inverse, la parole attribuée ne forme pas une individualité esthétique, pour ainsi dire, dans la forme, mais se limite à en affirmer et à en imposer une plus concrète et anonyme. Lorsque j'ordonne, ce n'est pas important que c'est moi qui ordonne. C'est la fonction générale du mot qui prévaut et non la fonction des distinctions d'une singularité individuelle. En d'autres termes, la parole heureuse permet de construire un ego. La parole attribuée en impose un déjà prédéfini que le locuteur, acteur parlant, ne fait qu'accepter et adopter. En troisième lieu, et ça c'est une proposition théorique, il peut y avoir un critère d'exclusion du contenu absurde. Nous faisons l'hypothèse que l'exclusion du contenu conçu par la suite du discours, qui était la condition sine qua non de l'ironie dans Ducrot 2010, devient ici un autre élément discriminant. Nous proposons d'accepter que, s'il est possible de s'articuler au contenu exclu, alors l'ironie est certainement attribuée. Au contraire, lorsqu'il reste possible d'effiler des discours à partir du contenu exclu, alors on aura affaire à une ironie qui révèle de la parole heureuse. Pour ce qui est du rapport de cette distinction à l'ironie, c'est vite dit. Nous estimons que l'ironie peut se dérouler sous forme d'action en disant, ou bien sous forme des paroles heureuses, jouant et dialoguant. On va voir là maintenant deux exemples que vous devriez voir sur l'écran. D'abord, les premiers. C'est un cas d'ironie attribuée, à mon avis, tiré du livre second du Le Rouge, le Noir, chapitre 32, l'équilibre. Je lis. Le soir au salon, au milieu des 60 personnes, Mathilde Lamolle appelait Julien pour lui parler en particulier et longtemps. Le petit Timbaud, s'établissant un jour à côté d'eux, elle les pria d'aller lui chercher dans la bibliothèque les volumes de Smollett où se trouve la Révolution de 1688. Et comme il hésitait, « Que rien ne vous presse », ajouta-t-elle avec une expression d'insultante hauteur qui fut un baume pour l'âme de Julien. « Avez-vous remarqué les regards de ces petits monstres ?» lui dit-il. Son oncle, à 10 ou 12 ans,
de service dans ces salons, sans quoi je les ferai chasser à l'instant. Que rien ne vous presse, dit par une maîtresse fâchée au domestique qu'elle vient d'envoyer expédier une tâche. Face à son hésitation, effectue, à mon avis, une action en disant qui se lie au sens oblique de l'énoncé ironique. Un peu comme dans les cas de « peux-tu me passer les sels », l'action entreprise par les mots ne correspond pas à la simple attribution de l'énonciation linguistique, mais à ce qu'on fait par ce type de discours. L'ironie tient ici le rôle d'un type spécifique de discours qui exprime un certain mépris et sentiment de supériorité. L'expression d'insultante hauteur en fait foi. Et dans cette description que le narrateur sans cette description que le narrateur ajoute de l'énonciation des Mathilde de la Mole, il serait difficile de saisir les corrects sens de ces mots. L'ironie, en effet, est captée juste au moment où l'on se rend compte de l'obliquité de l'énoncé. Et cela n'arrive qu'à sa fin, quand on comprend que Mathilde le dit de manière altière et insultante. Si ce n'était pour cette marque énonciative, l'ironie n'aurait pas lieu, ou bien elle ne serait pas comprise de toute façon. L'on s'en tiendrait seulement au sens linguistique des mots de Mathilde, et par conséquent, on reconnaîtrait dans « que rien ne vous presse », tout au plus, on reconnaîtrait, pardon, dans « que rien ne vous presse », tout au plus, une recommandation des ailes dans la mise en œuvre d'une tâche demandée. L'enchaînement argumentatif serait, dans ces cas, votre mission est importante, donc prenez tout le temps qu'il vous faut. L'aspect argumentatif véhiculé par Pressé, me semble-t-il, serait rapidité, donc négligence. En fait, en s'attribuant son énonciation, Mathilde fait une action qui ne se limite pas au sens linguistique, à ses sens linguistiques. Elle parle comme un maître, comme quelqu'un qui peut ordonner que rien ne vous presse, et par cela, elle souligne sa position de supériorité et celle d'infériorité des tambours. L'énonciation pourrait être décrite alors par l'enchaînement « Vous êtes un domestique, donc je vous parle comme l'on parle en domestique ». L'aspect argumentatif, véhiculé par auteur, serait supériorité, donc mépris. En outre, cette précision énonciative permet, me semble-t-il, de démarrer la relecture ironique de l'énoncé. Un maître qui, face à l'hésitation de son domestique, dit de manière hautaine que rien ne vous presse, fait apparaître un décalage absurde entre l'enchaînement argumentatif, votre mission est importante, donc prenez tout le temps qu'il vous faut, et l'aspect argumentatif, ordre donc se dépêcher, qu'on peut repérer, à mon avis, dans les contextes énonciatifs qui entourent l'énoncé, à savoir, d'une part, l'air méprisant de Mathilde, et de l'autre, l'air hésitant des Tambo face à une requête si bizarre pour une soirée de réception. Le contenu est clairement exclu par la suite du discours, qui apparaît sur les mots du conçu. Cet exemple correspond parfaitement à la description du discours 2010, donc. Mais, en plus, l'ironie renforce l'action en disant « affichant les mépris ». Pardon. Voilà. Je disais, en plus, l'ironie renforce l'action en disant « affichant les mépris ». En effet, l'enchaînement « je me moque de vous », donc je vous dis que rien ne vous presse, décrivant l'énonciation ironique
qui a lieu ici fait écho et précise la description générale de l'énonciation des Martides qu'on avait rendue précédemment par « vous êtes un domestique, donc je vous parle comme l'on parle en domestique ». C'est moquer de quelqu'un, mais semble en effet différent de s'adresser à un domestique et plutôt proche de s'adresser à un inférieur ou bien à insulter. Ainsi, l'ironie aide à fixer du côté énonciatif la nature de l'action envisagée et entreprise dans la langue. Passons maintenant au cas de l'ironie heureuse, c'est le deuxième exemple, tiré toujours du livre second du roman, chapitre 7, Une attaque de gouttes. Je cite, « Vous devriez, monsieur le chevalier, m'y présenter à monsieur le marquis de La Mole. » En effet, je le devrais, pensa Julien, mais un tel coquin. En vérité, répondit-il, je suis un trop petit garçon à l'hôtel de La Mole pour prendre sur moi de présenter. Julien disait tout au marquis. Le soir, il lui conta la prétention du Valmont, ainsi que ses faits et gestes depuis 1814. Non seulement, reprit messieurs de La Mole, d'un air fort sérieux, vous me présenterez demain les nouveaux barons, mais je l'invite à dîner pour l'après-demain. Ce sera un de nos nouveaux préfets. Excusez-moi. En ces cas, reprit Julien froidement, je demande la place de directeur du dépôt des mendicités pour mon père. À la bonne heure, dit le marquis en reprenant l'air gai. Accordé. Je m'attendais à des moralités. Vous vous formez. Dans les cas 2, aucune action est entreprise. Ah, pardon, je vous avais coupé l'exemple. Excusez-moi. Je disais, dans les cas 2, aucune action est entreprise. On ne se moque pas directement de l'interlocuteur, mais on joue avec lui, avec son dire. L'acteur parlant ne s'attribue pas l'énoncé. La parole est donc heureuse. En effet, là, Julien répond ironiquement au sérieux indiscutable du marquis, qui s'attribue son dire, donne en effet un ordre à Julien, même si on n'a pas là le temps de nous pencher là-dessus. Sa réponse réussit, puisque le marquis reprend l'air gai, en effet, et ses compliments. À mon avis, Julien fait de l'ironie au moyen de la description énonciative qu'il donne de lui. Et par cela, il répond au marquis, respectant les règles langagères fixées par l'ordre de ce dernier. Je vous dis d'inviter Valnon, donc faites-le. Tout en formulant un énoncé sournois et non sérieux à cet égard, qui donc ne les respecte pas du tout. Julien joue le rôle d'un acolyte du parti ultra-royaliste dont le marquis et Valnon sont les chefs. Il parle comme un Valnon, même s'il ne l'est pas. L'ironie s'est produite comme effet secondaire à cause de ces décalages entre ce qu'il dit. Valnon obtient ce qu'il veut, donc j'exige de ma part que mon père devienne directeur. Et c'est qu'on le sait être. On sait bien qu'à ces moments de l'histoire que Julien a été reconnu par les marquis de La Mole comme une personne noble, à la noblesse naturelle, puisqu'il méprise l'argent et les vénalités. Revendiquer la place de directeur du dépôt des mendicités pour son père, parlant comme un froid calculateur, signifie se décrire par une énonciation du type « je suis vénal, donc je revendique la place » et atteindre un niveau de trivialité tout à fait inédit pour Julien. C'est se montrer plus bas de ce qu'il est, d'où l'effet ironique. En un sens,
face aux reproches du marquis, qui démontre ainsi détenir beaucoup plus, en raison de la politique et donc à connaître un tel coquin, plutôt qu'en raison de la dignité et de l'honneur que Julien mettait en avant, son secrétaire se déguise en homme sans scrupules, puisque Valnon a plus d'ascendant que lui sur son maître. Je paraphrase uniquement pour mieux comprendre. Si faisant les coquins, on est ainsi respecté et apprécié par vous, alors moi aussi je veux bien faire les coquins et prendre part au jeu de l'assignation des places. Il serait alors possible de distinguer un double registre de cet énoncé ironique, à la fois accusant les marquis dans l'énonciation. Vous préférez les gens comme Valnon plutôt que moi, donc je dis c'est que Valnon dirait. Et flattant l'amour propre du même par les contenus. Faire les coquins vaut votre estime, donc moi aussi, je veux bien être coquin. Ce qui fait l'intérêt de cette interprétation est à nos yeux le fait que, de cette manière, Julien fait un reproche tout à fait moralisant, c'est que le marquis s'attendait, et ne le fait pas en même temps. Ce qui semble être exclu par la suite du discours n'est pas la prétention absurde du dépôt des mendicité, mais le reproche moralisant. On a l'impression d'être là en plein titre dans la parole heureuse, dans les registres de la parole heureuse. Le jeu permet d'une part de garder dans la suite les contenus absurdes de l'énoncé, et les marquis, en effet, d'y accorder dans la suite. De l'autre, consent à Julien de faire passer un message accusatoire, peut-être inaperçu, en tout cas oublié. En jouant sur deux niveaux, il montre d'être les maîtres du discours, sans l'imposer par une action en disant, il ne dit pas par exemple au marquis « balayer la cour », pour reprendre l'exemple précédent. De plus, Julien prouve, une fois de plus, les types de caractères qui les distinguent. Il montre d'exister, il se fait sujet, il se fait égaux, justement, dans la langue, jouant avec les règles du discours. Il ne se limite pas à parler comme l'on fait dans ces circonstances, à faire ce qu'on fait par ce type de discours, mais il fabrique lui-même son habit langagier et il trouve la manière de faire ressortir son style à lui, même au moment de répondre à une imposition sèche. Il ne dit pas tout simplement, par exemple, « Oui, monsieur, je vous prie d'excuser votre humble secrétaire », mais il accepte et il ne nie pas l'ordre du marquis, mais il arrive à trouver une façon de l'accepter à sa manière, s'exprimant lui-même d'une manière singulière, permise justement par l'énoncé ironique, par la tournure ironique. En conclusion, ces exemples nous semblent souligner l'importance du contexte énonciatif pour rendre compte du phénomène ironique en linguistique. Dire cela signifie d'une part poursuivre sur le chemin tracé par Oswald Ducrot, qui voit dans la description de l'énonciation la clé pour cerner l'énoncé ironique. Et par conséquent, vous l'aurez compris, aller un peu contre Carrel et surtout Saori Nishiraki, qui, tout en acceptant les théories de Ducrot, cherche à expliquer l'ironie essentiellement d'un point de vue argumentatif, donc du côté des contenus de l'énoncé. De l'autre, cela implique une mise en cause, au moins partielle, de la description de Ducrot 2010. Car dans les cas de l'ironie heureuse qu'on a vu dans l'exemple 2, il n'y a pas une nette exclusion du contenu absurde dans la suite du discours. C'est que Saori, d'ailleurs, vient de signaler aussi, si j'ai bien compris son discours. Enfin, la distinction entre ironie attribuée et ironie heureuse nous paraît être utile
à classer ultérieurement l'ironie linguistique et à mettre en lumière la forme et les enjeux langagiers et extraverbaux de l'ironie. Ce n'est qu'un esquisse, j'en suis conscient, et qu'une première étape d'un travail qui pourrait encore être développé en plusieurs directions, mais la distinction nous apparaît déjà assez solide et potentiellement des grandes utilités pour la stylistique, pour une étude stylistique, une étude, pour les études qui se font sur l'analyse du discours. Et d'ailleurs, je crois qu'elle possède aussi plein de possibilités d'application très intéressantes dans les cadres d'autres sciences humaines et sociales, telles que les études littéraires, par exemple, comme j'essaie de faire, et, ou bien les études historiques, justement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça n'a pas pris trop de temps.